Peu de figures du rock ont incarné la démesure avec autant de panache que Mick Jagger. Leader charismatique des Rolling Stones, père de 8 enfants avec 5 femmes différentes, auteur de certains des plus grands hymnes du XXe siècle. Sa vie est un cocktail explosif de scandales, de gloire, de chaos, mais aussi de solitude et de réflexion profonde. Derrière les déhanchements légendaires et les concerts enflammés, se cache un homme qui, à 81 ans, commence enfin à lever le voile sur une existence hors norme, tissée de triomphes, de pertes, d'addictions et de secrets longtemps enfouis. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses d'un destin qui a redéfini l'histoire du rock, de son enfance marquée par la guerre à Dartford jusqu'à ses confessions tardives sur le sens de sa vie. Les origines d'un phénomène. Le 26 juillet 1943, dans la petite ville industrielle de Dartford, au sud-est de l'Angleterre, Michael Philip Jagger pousse son premier cri. L'Europe est alors encore sous les bombes et les rues de Dartford, bien qu'épargnées par les pires assauts, vibrent au rythme des alertes aériennes. Ce contexte pesant forge, dès les premiers jours, un environnement où l'adaptation et la résilience sont une nécessité. Son père, Basil Joe Jagger, est un modèle de rigueur. Professeur d'éducation physique, il incarne l'ordre, la discipline et la maîtrise du corps. Sportif accompli, il est même reconnu pour avoir contribué à introduire le basketball dans les écoles britanniques, un fait peu connu mais révélateur de sa nature pionnière. Eva, sa mère, est tout l'opposé en apparence. Australienne d'origine, elle rayonne d'une chaleur spontanée, d'un franc-parler rare à l'époque. Secrétaire de métier, passionnée de politique conservatrice, elle nourrit chez son fils une conscience du monde et une curiosité intellectuelle précoce. Le jeune Mick grandit dans ce mélange de structure et d'émotion, dans un foyer où l'exigence côtoie l'expression libre. Très tôt, il montre une attention singulière à ce qui se passe autour de lui. Il ne se contente pas d'écouter, il observe, il capte, il enregistre. La musique n'est pas imposée à la maison, mais elle se ferait un chemin naturellement. À l'église, il rejoint la chorale sans pression. C'est là, entre les voûtes humides et les bancs de bois, que sa voix commence à se poser. À la maison, c'est la radio qui fait le reste. La BBC d'abord, puis Radio Luxembourg, qui fait entrer dans le salon familial les voix rauques du rythme et blues américain. Bo Diddley, Chuck Berry, Muddy Waters, autant de noms qui marquent à jamais l'oreille du petit Mick. Il ne les comprend pas encore tous, mais il ressent quelque chose de viscéral. Une énergie brute, sauvage, vivante. À une époque où peu d'enfants de son milieu s'intéressent à cette musique marginale venue d'outre-Atlantique, Mick, lui, collectionne les vinyles, étudie les pochettes, imite les voix. Il ne pense pas encore devenir musicien, mais il sent déjà que ce monde a quelque chose à lui dire. Le blues, sans qu'il le sache encore, est en train de devenir son langage secret. La rencontre du destin. À l'âge de 6 ans, Mick Jagger entre à l'école primaire de Wentworth, un établissement modeste mais bien tenu, où les enfants portent l'uniforme et apprennent les règles de la société britannique encore marquée par la guerre. C'est là, dans une salle de classe banale au mur tapissé de cartes géographiques et de règles de grammaire, qu'il croise pour la première fois un garçon au regard vif et au sourire en coin, Keith Richards. Tous deux sont des enfants discrets mais vifs, animés par un feu intérieur que peu de leurs camarades soupçonnent. Rapidement, ils se rapprochent. Leurs jeux tournent autour de la musique, des pochettes de disques, des émissions de radio qu'ils commentent à la récré. Ils échangent sur leurs artistes préférés, griffonnent des paroles sur des cahiers d'écoliers et se découvrent une passion partagée pour le blues, encore marginal en Angleterre. Mais la vie les sépare brusquement. En 1954, les Jagger déménagent à Wilmington. Les deux garçons perdent contact. Pendant des années, chacun trace son chemin. Mick s'illustre au Dartford Grammar School. Brillant, méthodique, il accumule les bonnes notes et décroche une bourse pour étudier à la prestigieuse London School of Economics. Tout semble indiquer qu'il est destiné à un avenir dans les affaires ou la politique. Mais le feu de la musique brûle toujours. À la fin des années 1950, il forme un petit groupe amateur avec Dick Taylor. Leurs répétitions ont lieu dans des garages, des sous-sols humides, des arrière-cours où l'électricité saute régulièrement. Ils reprennent des morceaux de Little Richard, Bo Diddley et surtout Muddy Waters. C'est plus qu'un hobby. C'est un refuge, une échappatoire à la rigidité du monde académique. Puis, le destin frappe un matin d'automne. Le 17 octobre 1961, sur le quai numéro 2 de la gare de Dartford, Mick attend son train pour Londres. Sous le bras, une pile de vinyles américains rares. Parmi eux, Rockin' at the Hop de Chuck Berry et un album live de Muddy Waters. À quelques mètres, un visage familier apparaît. C'est Keith. 3 ans ont passé, mais l'étincelle est immédiate. Keith aperçoit les disques. Ses yeux s'illuminent. « Toi aussi, tu écoutes ça ?» demande-t-il.
Ce moment banal devient fondateur. Ils parlent musique, échangent leurs goûts et comprennent qu'ils ont évolué dans des directions parallèles. Mais maintenant, elles convergent. Dans les semaines qui suivent, ils se retrouvent régulièrement. Chez l'un, chez l'autre, avec Dick Taylor. Ils grattent des guitares, imitent leurs idoles, enregistrent sur des magnétos à bande. Rapidement, l'idée germe. Pourquoi ne pas former un groupe? Ce sera Blues Boys. Leur objectif? Reproduire le plus fidèlement possible le son de Chicago, cette musique crue et vibrante qui les obsède. Ils ne savent pas encore qu'ils sont en train de donner naissance à un mythe. Naissance d'une révolution. En 1962, Mick Jagger mène une double vie. D'un côté, il fréquente les couloirs austères de la London School of Economics, entouré d'étudiants en quête de carrière brillante dans la finance, le droit ou la politique. De l'autre, il s'abandonne à ses pulsions musicales, répétant avec Keith Richards, Brian Jones, Dick Taylor et Ian Stewart dans des caves sombres, dans des appartements bruyants, où les câbles s'en mêlent comme leurs ambitions. Le 12 juillet 1962, au Marquee Club de Londres, une étincelle devient feu sacré. Ce soir-là, pour la toute première fois, le Rolling Stones monte sur scène sous ce nom emprunté à une chanson de Muddy Waters, Rolling Stone. Le choix est symbolique. Il ancre le groupe dans le blues le plus pur, mais annonce déjà leur propre mouvement perpétuel. Leur performance est désordonnée, l'équipement rudimentaire, la technique encore hésitante. Mais il y a dans leur son une rage que le public n'a jamais entendue. Une urgence, une sueur qui éclabousse la scène. C'est sale, brut, électrique. Rien n'est poli. Tout est instinctif. Les Stones ne cherchent pas à séduire, mais à mordre. Un jeune manager, Andrew Loog Oldham, remarque vite leur potentiel. Visionnaire, provocateur, il façonne leur image. Il comprend que, pour exister face aux Beatles polis, propres, gentlemen, les Stones doivent être leur miroir noir. Des rebelles, des voyous, les mauvais garçons du rock. Oldham pousse alors Mick et Keith à écrire leurs propres chansons. Au début, ils hésitent. Ils ne sont pas auteurs. Mais sous la pression, ils composent à Tears Go By. Puis, en 1965, une déflagration. I Can't Get No Satisfaction. Le riff saturé de Keith, la voix traînante de Mick, les paroles acerbes, tout frappe l'époque de plein fouet. C'est un cri de frustration moderne. Le monde change et les Stones en sont la bande-son. Ce n'est que le début. Les tubes s'enchaînent. Painted Black, Ruby Tuesday, Let's Spend the Night Together, Jumpin' Jack Flash. À chaque sortie, les Stones scandalisent, électrisent, captivent. Ils ne se contentent plus de jouer du blues. Ils redéfinissent le rock. Leur musique devient une déclaration de guerre à l'ordre établi, un appel à la transgression. Une révolution est en marche, et Mick Jagger en devient le prophète. Les scandales et les pertes. Avec le succès, la pression monte. Et avec la provocation, viennent les représailles. En 1967, le ciel s'assombrit. La presse britannique s'attaque au mode de vie décadent des pop stars. Le News of the World publie une série d'articles à charge. Le premier vise Donovan. Le second s'en prend aux Rolling Stones. On y accuse Mick Jagger de consommation de drogue dans un club londonien. Mais la scène décrite correspond en réalité à Brian Jones. Peu importe, la machine judiciaire est en marche. La police fait une descente à Redland, la propriété de Keith Richards. Ils y trouvent quelques pilules, une traînée de hashish. Rien de monumental. Mais l'objectif est clair, faire tomber les idoles. Mick et Keith sont arrêtés, inculpés, jugés. Les sentences sont choquantes. 3 mois de prison pour Jagger, 1 an pour Richard. L'affaire fait scandale dans tout le pays. Même The Times, bastion du conservatisme britannique, prend leur défense dans un éditorial resté célèbre. Who break a butterfly on a wheel. Le procès devient un symbole de la lutte entre la jeunesse rebelle et l'establishment. En appel, les peines sont réduites. Mais l'image des Stones en hors-la-loi du rock est désormais gravée dans le marbre. Leurs concerts sont surveillés, leurs faits et gestes traqués. Et plus ils sont attaqués, plus leur aura grandi. Mais c'est en 1969 que le groupe connaît sa perte la plus douloureuse. Brian Jones, le membre fondateur, le multi-instrumentiste flamboyant, est à bout de souffle. Ses démons personnels, ses abus de substances, son isolement grandissant l'ont poussé au bord du gouffre. Incapable de suivre le rythme effréné du groupe, il est écarté. En juin, Jagger, Richard et Charlie Watts viennent lui rendre visite à Cotchford Farm, sa maison du Sussex. Une conversation froide, un adieu silencieux. Jones accepte de quitter le groupe. Il est remplacé par Mick Taylor, jeune prodige de la guitare.
Moins d'un mois plus tard, le 3 juillet 1969, Brian est retrouvé mort dans sa piscine. Il avait 27 ans. Le choc est immense. 2 jours plus tard, les Stones doivent jouer à Hyde Park, à Londres. Le concert devient une cérémonie funèbre. Vêtu de blanc, Jagger lit un poème de Shelley. Des milliers de papillons sont relâchés dans le ciel. Et puis la musique commence. Honky Tonk Women résonne comme un cri, un hommage, un adieu. Brian Jones est parti, mais la légende continue, avec une cicatrice de plus. L'Altamont, l'ombre d'un rêve brisé. Le 6 décembre 1969, les Rolling Stones tentent un coup d'éclat, organiser un concert gratuit en Californie à Altamont Speedway. L'idée? Reproduire l'esprit de Woodstock 3 mois plus tôt. Un rassemblement de paix, de musique, d'amour libre. Mais ce qui devait être une célébration devient un désastre historique. Le lieu, mal choisi, est un circuit automobile désaffecté. L'organisation est chaotique, improvisée. Pour la sécurité, les Stones font appel aux Hell Angels, célèbres motards californiens. Une décision qui s'avère catastrophique. En échange de quelques caisses de bière, les bikers sont chargés de maintenir l'ordre à leur manière. Dès le début, l'ambiance est lourde. Les altercations se multiplient. Le public est nerveux, agité, sous acide pour certains. Jagger, à peine arrivé, est frappé au visage par un fan. La tension est palpable, mais le groupe monte tout de même sur scène, déterminé à jouer. À la tombée de la nuit, alors qu'ils interprètent Under My Thumb, une bagarre éclate à l'avant de la scène. Un jeune homme noir, Meredith Hunter, tente de s'approcher, armé d'un revolver. Un Hell Angel lui plante un couteau dans le dos. Il meurt sous les yeux de milliers de spectateurs. Les Stones, eux, n'ont qu'une vue partielle de la scène. Ils sentent que quelque chose ne va pas, mais ils continuent de jouer, paniqués à l'idée qu'un arrêt brutal pourrait provoquer une émeute. Mick avouera plus tard, « J'ai eu une peur bleue ce soir-là. Je me suis senti minuscule. » Le drame est filmé. Il devient l'épicentre du documentaire Jim Shelter. Altamont, dans la mémoire collective, restera comme le funeste enterrement des idéaux hippies. Le rêve des années 60 s'écrase là, dans la poussière, sous les points d'un monde devenu trop réel. Pour les Rolling Stones, c'est une cicatrice morale, un traumatisme, une leçon amère. Même la musique ne suffit pas toujours à contenir la violence du monde. La guerre froide entre Jagger et Richard. Durant les années 70, les Rolling Stones sont au sommet de leur article. Chaque album est un manifeste. Sticky Fingé impose un son plus cru, plus sensuel. Exil aux mains saintes devient une odyssée chaotique et géniale, enregistrée dans une villa française plongée dans le chaos. Some Girls marque une renaissance disco-punk, où Jagger chante comme un caméléon, s'adaptant à l'époque avec une insolence folle. Mais derrière cette créativité flamboyante, les tensions couvant. À l'aube des années 80, la fracture devient visible. La musique change, l'industrie évolue. L'arrivée de MTV modifie les règles du jeu. L'image devient aussi importante que le son. Mick Jagger, éternel instinctif, comprend le virage à prendre. Il se rapproche des producteurs modernes, multiplie les apparitions solo, tente de construire sa propre légende, loin des Stones. Keith Richards, lui, voit ça comme une trahison. Pour lui, le rock est un pacte. On ne quitte pas la tribu. On ne brise pas le lien sacré entre la guitare et la voix. Son ressentiment est si profond qu'il rebaptise Mick dans ses mémoires. Brenda, un surnom méprisant, presque féminin, pour se moquer de son ego et de ses ambitions. Pendant des années, c'est une guerre froide. Ils enregistrent ensemble, mais chacun dans une pièce différente. Les regards ne se croisent plus. Les riffs sont bons, les chansons efficaces, mais la magie a déserté. Lors de la sortie de l'album Dirty Work, ils ne font même plus de tournée. Kay s'enrage. Mick l'ignore. L'amitié semble morte. En 2003, une nouvelle blessure. Mick Jagger accepte un titre de chevalier de la part de la reine. Sir Mick Jagger. Une consécration pour lui. Un affront pour Keith. Il y voit une trahison ultime. Comment un rebelle, un symbole de l'anti-establishment, peut-il accepter une décoration de l'establishment lui-même? Et pourtant, malgré les insultes, les rancunes, les années perdues, ils restent unis. Peut-être pas par l'amitié, mais par quelque chose de plus fort encore. La musique. Ils ne sont plus des complices, mais des frères ennemis. Deux extrêmes complémentaires. Deux âmes blessées qui, une fois sur scène, fusionnent à nouveau comme au premier jour. Le feu ne s'est pas éteint. Il brûle différemment, mais il brûle encore. L'homme derrière la légende. Derrière les projecteurs,
Au-delà des costumes moulants, des lèvres provocantes et des déhanchements mythiques, il y a un homme. Un homme complexe, insaisissable, parfois fragile. Mick Jagger, l'icône planétaire, cache en réalité une vie affective tumultueuse, marquée par des élans passionnés et des fêlures profondes. Sa première grande histoire d'amour, Marianne Faithfull, est aussi poétique que tragique. Ensemble, ils incarnent le couple glam absolu des 60s. Mais la romance se brise dans la douleur, après une fausse couche déchirante, alors que la pression médiatique s'intensifie et que l'héroïne fait vaciller Marianne dans l'abîme. Avec Marsha Hunt, chanteuse et activiste afro-américaine, Mick devient père pour la première fois. Une fille, Carrie. Mais leur relation est courte, tumultueuse, marquée par des luttes légales pour la reconnaissance. Puis vient Bianca Pérez-Mora Macias, avocate et mondaine nicaraguayenne. Leur mariage en 1971 est un événement médiatique mondial. On y voit un Jagger élégant, presque rangé. Mais l'union est minée par l'infidélité, les absences, les excès. C'est avec Jerry Hall, mannequin texane flamboyante, que Mick bâtit sa relation la plus longue. Ensemble, ils auront 4 enfants. Jerry lui apporte une forme de stabilité, une image de famille, une douceur inattendue. Mais même ce cocon vole en éclats, brisé par les écarts de Jagger et sa difficulté à se contenter d'une seule vie. Puis, au début des années 2000, arrive Lauren Scott. Styliste élégante, réservée, elle incarne un contrepoint apaisé à son exubérance. 13 ans de relation, un amour discret, presque secret, jusqu'à ce jour tragique de mars 2014 où Lauren se donne la mort dans son appartement de New York. Jagger, en tournée en Australie, est anéanti. Il annule les concerts. Lui, le rock, montre pour la première fois sa vulnérabilité au monde entier. Ses mots sont simples, sincères, brisés. Aujourd'hui, aux côtés de la danseuse Mélanie Hamrick, Mick élève son 8e enfant. Il a plus de 70 ans, mais il berce un nourrisson avec autant d'enthousiasme qu'un jeune père. Sa vie affective est un kaléidoscope, faite de ruptures, de regrets, d'intensité et de renaissance. Car derrière la légende bat un cœur qui n'a jamais cessé de chercher l'amour. Le bilan d'une vie hors norme. Assis dans une loge, entre 2 concerts, Mick Jagger regarde parfois dans le vide. Il a 80 ans, un âge où beaucoup rendent les guitares. Lui non, mais il pense. Il se remémore. Il s'interroge. Et s'il avait pris un autre chemin? Il l'a souvent dit en interview. S'il n'avait pas rencontré Keith Richards sur ce quai de gare, il serait peut-être devenu journaliste, professeur d'économie ou même homme politique. Il a toujours eu l'esprit vif, curieux, avide de comprendre le monde. Il lit, il observe, il débat, mais il a choisi le feu, le tumulte, la scène. Et cela a un prix. Les tournées sans fin, les hôtels impersonnels, les nuits sans sommeil, la paranoïa, la pression d'être toujours à la hauteur, l'envie de se réinventer encore et encore, les conflits internes, les deuils, les trahisons, les enfants qu'on ne voit pas grandir, les amours sacrifiés sur l'autel du rock. Et pourtant, il ne regrette rien, car la scène est sa cathédrale, le public, sa lumière, le rock, sa religion. Aujourd'hui, Mick Jagger est bien plus qu'un chanteur. Il est une figure historique, une légende vivante, un survivant d'une époque que tout le monde croyait éphémère. Il danse encore, il court encore, il grimace, hurle, provoque, électrise. Non pas pour rester jeune, mais parce qu'il ne sait faire que ça, vivre à fond. Et quand il montera une dernière fois sur scène, ce ne sera pas une fin. Ce sera un ultime acte d'amour. Pour la musique, pour son public, pour cette vie hors norme qu'il s'est inventée et qu'il continue d'écrire chaque soir sous les projecteurs. Mick Jagger n'est pas qu'une légende du rock. Il est une énigme vivante, un survivant d'un monde qui n'existe plus. Sa vie, c'est l'histoire du rock. C'est aussi l'histoire d'un homme qui, malgré tout, n'a jamais cessé d'avancer. Quelle est votre chanson préférée des Rolling Stones? Dites-le en commentaire. Si vous avez aimé cette plongée dans l'histoire d'une légende, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines histoires du rock.